Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo droit et photographie. Je vais vous proposer dans cette vidéo et la suivante que je publierai dans quelques jours, l'analyse d'une très intéressante et à mon avis utile décision que j'ai obtenue début 2026. Alors comme il y a beaucoup à dire, notamment sur l'utilisation des barèmes professionnels qui ont permis à mon client d'obtenir au centime près ce que nous demandions, je vais diviser ma vidéo en deux parties. Aujourd'hui, je vais vous résumer les faits, j'aborderai 3 questions de droit qui me paraissent importantes. Et puis dans la vidéo suivante, dans quelques jours, je me concentrerai sur le calcul du préjudice du photographe et les débats qui ont eu lieu à ce sujet, puis le jugement rendu, puisqu'en réalité il y a eu 2 jugements. Alors avant d'entamer mes explications, je dois vous apporter quelques précisions. Tout d'abord, la photographie qui est en vignette de cette vidéo et qui s'affiche pendant que je vous parle, est bien celle qui était en litige. Et si j'ai mis avec l'accord du photographe uniquement les initiales de celui-ci, c'est essentiellement parce que mes obligations déontologiques me l'imposent. Je ne peux pas donner l'identité de mes clients. Idem d'ailleurs pour le fait que je ne nommerai jamais la partie adverse, je n'ai pas le droit de le faire. Depuis quelques années, en effet, l'anonymisation des décisions de justice doit être totale. Certes, les parties elles-mêmes peuvent, si elles le souhaitent, parler des affaires qui les concernent, et encore, pas n'importe comment, mais moi je suis tenue de respecter les contraintes qui s'imposent à moi, donc je ne vais pas être plus précise que ça, mais vous en saurez déjà pas mal. Deuxième précision, je précise aussi que cette affaire a duré particulièrement longtemps. L'assignation avait été lancée début 2017 et avant ça nous avions tenté pendant quasiment 1 an de trouver une solution amiable, mais en vain. Et puis il y a eu évidemment la crise Covid qui n'a rien arrangé, puis l'encombrement du tribunal saisi, ici c'était le tribunal judiciaire de Lyon, et aussi quelques difficultés de procédure, enfin je vous passe les détails, peu importe. Et donc le jugement a été rendu en 2 temps, le premier fin juin 2022 et le deuxième donc début 2026. Les 2 jugements sont à présent définitifs, ont été exécutés, il n'y aura pas d'appel, ce qui me permet de vous en parler. Et bref, venons-en aux faits. Alors les faits étaient assez simples. Le photographe concerné par cette affaire s'était spécialisé par le passé dans les photographies représentant les services de lutte contre l'incendie, soit lors d'interventions réelles, soit lorsque des exercices et des entraînements étaient organisés. Il était ainsi en contact avec différentes casernes et réalisait des photos qui servaient entre autres à la communication ainsi qu'au calendrier des pompiers en fin d'année. Sa maîtrise du sujet était telle qu'il avait fait l'objet d'articles dans la presse photographique et que ces photos étaient souvent utilisées en couverture des annuaires professionnels publiés par les services des pompiers eux-mêmes et évidemment nous avons démontré tout cela dans le cadre de la procédure. Lors d'une de ces interventions, il avait réalisé 3 photos, dont celle qui est affichée verticalement sur la vignette que vous voyez pour l'instant pendant que je vous parle, et je vous montrerai les 2 autres un peu plus tard, au moment d'évoquer la question de l'originalité. Et puis, longtemps après cette prise de vue, il s'était aperçu qu'une société avait utilisé la photo, l'avait détourée, l'avait intégrée dans un montage qu'elle avait ensuite reproduit sur certains objets. Alors, il s'agissait ici de coques de portable, de t-shirts avec 2 modèles différents, avec des déclinaisons de couleurs différentes, et des draps de plage. Le montage était plutôt bien fait d'ailleurs, mais l'accord du photographe n'avait pas été demandé, et bien entendu son nom n'était pas affiché non plus. Donc fin 2015, le photographe me contacte et nous préparons une mise en demeure envoyée à la partie adverse début 2016. Dans le même temps, nous avions fait établir préalablement à l'envoi de la mise en demeure un constat d'huissier pour notamment démontrer les utilisations sur Internet, c'est-à-dire sur le site de la société poursuivie et sur les réseaux sociaux, ainsi d'ailleurs que dans certaines boutiques en ligne. Nous avons tenté de négocier, donc comme je vous le disais, pendant de longs mois, mais en vain, donc la procédure a été lancée début 2017. Et voyons en présent quels furent les arguments qui étaient opposés par la société poursuivie, tant pendant la tentative de négociation qu'ensuite devant le tribunal. Premier argument de la société poursuivie, ce n'est pas de notre faute, c'est notre sous-traitant. En effet, la société poursuivie insistait sur le fait que le montage avait été réalisé par un graphiste sous-traitant à qui elle avait fait appel, qu'elle avait payé pour son travail, et que ce graphiste ne l'avait pas informé qu'il ne disposait pas de droits sur la photo. Donc nous sommes de bonne foi, etc. Les arguments classiques. Et la particularité dans cette affaire, c'était que le graphiste en question était depuis lors décédé, de telle sorte que la société qui utilisait la photo était notre seul interlocuteur possible, mais en droit ça ne posait pas de problème, puisque d'une part la jurisprudence rappelle régulièrement qu'en matière de contrefaçon, la bonne foi est inopérante,
Entendez donc, l'argument est inutile. Et d'autre part, je produisais bien sûr de la jurisprudence de cas comparables dans lesquels il avait été décidé que c'était bien l'utilisateur de l'œuvre qui devait être tenu pour responsable si la contrefaçon était avérée, à charge pour lui, le cas échéant, d'appeler en garantie le tiers qu'il estimait être à l'origine des litiges. Mais ici, c'était donc pas possible. Le tribunal judiciaire de Lyon a donc considéré dans le premier jugement qui date du 7 juin 2022, et je vous mettrai toutes les références pour les juristes et les avocats à la fin de la deuxième vidéo. Donc le tribunal judiciaire de Lyon a décidé à ce sujet, je cite, si la société poursuivie soutient qu'elle a acquis le visuel final auprès du graphiste sans en avoir été informée de l'origine de l'image du sapeur-pompier utilisée, la contrefaçon est caractérisée, indépendamment de toute faute ou mauvaise foi, par la seule reproduction, représentation ou exploitation d'une œuvre de l'esprit en violation des droits de propriété intellectuelle qui y sont attachés. Fin de citation. Donc ce premier argument était écarté. Deuxième argument, la photo n'est pas originale et donc il n'y a pas de protection au titre du droit d'auteur. Évidemment, l'argument est classique et comme vous le savez, c'est dans ce cas-là au photographe qui est demandeur de la protection par le droit d'auteur de démontrer les choix créatifs qui font de sa photo, selon lui, une œuvre protégeable. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec cette notion dont je parle très souvent, je rappelle que j'ai rédigé un ouvrage complet sur la question de l'originalité, je vous remettrai le lien sous la vidéo. Et donc, bref, c'était à nous à démontrer les choix créatifs du photographe. Celui-ci produisit d'abord deux autres photos prises exactement au même moment, juste avant ou juste après, et que j'affiche pour l'instant à côté de la première. Le photographe montrait en outre au tribunal qu'il disposait bien des diapositives originales pour chacune des trois photos. Et je vais vous lire maintenant la démonstration de l'originalité telle que nous l'avons développée, le photographe et moi-même, dans les conclusions, après quoi je lirai l'extrait du jugement qui est plus court, qui estimait qu'il s'agissait bien d'une œuvre originale. Alors donc notre argumentation tout d'abord, je cite, « En ce qui concerne la photographie litigieuse, le photographe explique avoir opéré les choix suivants. Il a souhaité intensifier, tant pour cette photo que pour les deux autres faisant partie de la même série, la puissance des hommes du feu en se plaçant en légère contre-plongée. Une faible profondeur de champ sur la photographie litigieuse, donc celle de droite, permet d'isoler le pompier et de rendre l'arrière-plan totalement flou, de telle sorte que le spectateur ne peut pas identifier la nature de la zone blanche à l'arrière, nuages ou fumée de l'incendie. Le pompier, sur la photographie litigieuse, n'accorda qu'un bref regard au concluant, celui-ci l'ayant alors saisi au moment précis où le regard peut être deviné à travers le masque. La légère contre-plongée adoptée permet aussi de limiter l'arrière-plan à la couleur bleue du ciel, qui complète ainsi le jaune et le rouge sur le casque, ce qui permet de reconstituer le trio des couleurs primaires complémentaires, bleu, jaune, rouge, et d'aboutir à une harmonie maximale tout en détachant bien la tête du sujet de son arrière-plan. Le contraste entre le blanc du nuage et le noir du blouson vient encore renforcer la touche colorée du casque et du ciel. Grâce à cette composition, le concluant voulait insuffler une impression de force tranquille, de confiance et de sécurité. L'image est composée de façon à ce que le regard du spectateur s'arrête précisément sur le visage du sapeur-pompier, tenant compte du sens de lecture d'une image tel qu'il est souvent expliqué dans les cours de photographie. Et je produisais dans ce cas-là l'extrait d'un manuel de photographie avec cette explication sur le parcours du regard d'un spectateur. Ainsi, le regard du spectateur, je cite à nouveau, commence par balayer la partie du ciel au-dessus du casque du sapeur-pompier avant de descendre et de s'arrêter sur son regard que l'on devine à peine derrière la visière du casque. Ce sens de lecture de l'image peut aussi se faire en plusieurs balayages, selon le nombre d'éléments qui attirent le regard dans la composition. Le concluant a en outre combiné ses habitudes de composition avec la règle des tiers en veillant à placer chaque fois que cela se justifiait l'élément clé d'une image, le regard du pompier, environ au tiers du cadre, de façon à renforcer encore l'impression laissée par l'image. Dans tous les portraits de cette série, les pompiers ont une expression neutre, le concluant leur demandant de s'abstenir de sourire afin de souligner la gravité des interventions qu'ils peuvent être amenés à exécuter, leur immobilisme reflétant par contre la maîtrise technique des hommes du feu et accentuant l'impression de sérénité que le concluant souhaitait donner à ses photographies. Ces caractéristiques ressortent de l'ensemble de sa série de portraits de sapeurs-pompiers, dont certains sont produits à titre d'exemple ci-dessous. Ces portraits sont le plus souvent verticaux, mais les compositions horizontales répondent aux mêmes souhaits du photographe, qui place les éléments importants de la photographie sur le trajet des yeux du spectateur, lui offrant ainsi une lecture facile des éléments intéressants, en privilégiant un fond flou grâce à une faible profondeur de champ pour ne pas polluer la lecture de l'image. Fin de citation.
Et donc après ça, je citais différentes jurisprudences qui avaient reconnu l'originalité de portraits parfois qui paraissaient tout à fait banals, notamment celui de la célèbre photo de Natacha Kampusch en Autriche au moment où celle-ci avait été enlevée, et d'autres portraits dont je parle notamment dans mon bouquin sur l'originalité. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle dans ce bouquin j'avais intégré autant que possible, et chaque fois que j'avais légalement le droit de le faire, des portraits pour vous montrer exactement quelles étaient les œuvres dont il était question. Alors je vous résume tout ça parce que l'argumentation était assez longue dans les conclusions, mais vous avez ainsi la substance. Et voici à présent ce qu'a répondu le tribunal judiciaire sur ce point en reprenant, vous allez le voir, certaines de mes formulations au mot près. Je cite. En deuxième lieu, il ressort de la photographie que le photographe a fait le choix d'opter pour une faible profondeur de champ afin d'isoler l'image du pompier et pour rendre l'arrière-plan totalement flou, ce qui permet d'attirer encore davantage l'attention du spectateur sur le sapeur-pompier. En outre, le choix de l'usage d'une contre-plongée permet de limiter l'arrière-plan de la photographie à la couleur bleue du ciel et ainsi ne pas attirer l'attention du spectateur sur un élément autre que la tête du sapeur-pompier. De plus, l'usage de la contre-plongée a pour conséquence d'axer la photographie sur le regard du sapeur-pompier derrière la visière de son masque et de capter ce regard qui est en direction du spectateur, tout en rendant énigmatique ce regard qui apparaît faiblement derrière la dite visière. Il résulte de la photographie une impression de sérénité et de force du sapeur-pompier. Ainsi, la photographie en litige, qui est une création intellectuelle du photographe, reflétant sa personnalité et manifestant ses choix libres et créatifs, présente un caractère original, quand bien même le casque du sapeur-pompier est banal pour cette profession et la photographie ne serait pas inimitable. Fin de citation. Cette dernière phrase se réfère au fait que la partie adverse plaidait notamment que l'uniforme et donc le casque aussi du sapeur-pompier était parfaitement banal et qu'on pouvait refaire sans problème la même photo. Et bien dans cette phrase-là, le tribunal lui répond que peu importe. Voilà, et le but de toute la comparaison à laquelle je viens de me livrer, c'est surtout de vous montrer qu'en cas de procédure, il ne faut surtout pas lésiner sur vos efforts au moment de démontrer l'originalité de votre photo, parce que c'est vraiment le cœur du litige et c'est la partie la plus anxiogène d'une procédure. Certes, les juges n'ont pas à s'ériger en critique d'art, mais il n'en faut pas moins leur démontrer que vous avez réellement effectué des choix créatifs, qu'ils les aiment ou qu'ils ne les aiment pas, ça ne change rien, et que ces choix créatifs furent conscients dans votre esprit et peuvent donc être expliqués. Argument suivant développé par la partie adverse, la société poursuivie, nous avons changé la couleur du casque dans le montage, il n'y a donc aucun risque de confusion et en fait ce qu'on utilise ce n'est pas la photo d'origine mais le montage qui a été fait par notre graphiste. Ça c'est donc l'argument suivant, ce à quoi j'ai répondu que la contrefaçon pour être avérée ne nécessitait absolument pas de démontrer l'existence d'un risque de confusion et ceci a été repris par le tribunal qui dit ceci, alors je ne vous ai pas reproduit l'attendu parce qu'il est très bref. Contrairement à l'affirmation de la société poursuivie, l'existence ou non d'un risque de confusion est étrangère à l'appréciation de la contrefaçon, laquelle résulte de la seule reprise de caractéristiques essentielles de l'œuvre qui sont au fondement de son originalité. Fin de citation. Et juste avant, le tribunal démontrait d'ailleurs que le pompier figurant sur la photo litigieuse était bien le même que celui qui avait été utilisé dans le montage, malgré le changement des couleurs et l'intégration d'autres éléments. Voilà donc pour cette première partie de mes explications. Je reviendrai dans quelques jours avec la suite, dès que j'aurai le temps de l'enregistrer, dans laquelle on va se concentrer cette fois-ci sur le chiffrage du préjudice, la façon dont je l'ai présenté, parce que je crois que c'est intéressant pour vous. J'avais déjà expliqué ça dans mon bouquin sur les barèmes, donc ça va venir compléter les jurisprudences et les explications que j'avais données dans ce bouquin-là. En attendant, n'hésitez pas à faire tourner cette première partie, ça peut intéresser d'autres photographes. Et à très bientôt pour l'épisode 2. Au revoir.